Bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir pour la conférence de Pascal Boniface. Je vais commencer par vous donner quelques informations de l'ordre logistique, simplement sur les questions. Donc, vous avez à droite un chat et un onglet questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Et Monsieur Boniface y répondra à la fin de son intervention. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous aviez des questions d'ordre logistique, merci de les poser principalement dans l'onglet chat. Donc, je vais faire une courte introduction de Monsieur Boniface avant de lui passer la parole. Donc, Pascal Boniface est directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Il dirige également la Revue internationale stratégique depuis 1991 et l'Année stratégique depuis 1985. Pascal Boniface est membre du Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football. Il est par ailleurs consultant pour des questions géopolitiques du musée de l'Olympisme et consultant géopolitique pour l'ONG Peace and Sport. Pascal Boniface est chevalier de l'Ordre national du mérite et officier de la Légion d'honneur. Il a également reçu le prix Vauban en 2011. Il a écrit plus d'une soixantaine d'ouvrages, dont l'un des derniers, Géopolitique de l'intelligence artificielle, comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés, sujet qu'il va évoquer durant sa conférence aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver Monsieur Boniface sur les réseaux sociaux et notamment sur sa chaîne YouTube qui compte aujourd'hui plus de 140 000 abonnés. Monsieur Boniface, je vous laisse la parole. Bonne conférence à tous. Merci Marie, bonjour à tous, merci à Minologique de cette invitation et de pouvoir m'exprimer sur un sujet qui n'est pas tout à fait nouveau pour moi, mais sur lequel je me suis penché depuis quand même assez peu d'années par rapport à d'autres sujets stratégiques. Moi, je suis un généraliste des questions géopolitiques, je ne suis pas un spécialiste d'une région particulière et surtout, j'avouerai que je ne suis pas un scientifique. Je suis plutôt donc dans les sciences humaines et j'ai toujours eu un peu de mal avec les aspects sciences dures. Mais malgré tous ces inconvénients, j'ai bien été obligé de m'intéresser aux questions d'intelligence artificielle parce que tout simplement, on ne peut plus aujourd'hui faire de la géopolitique sans avoir un minimum de connaissances sur ce sujet, ou tout simplement parce que si la géopolitique ignore l'intelligence artificielle n'ignore pas la géopolitique. Et donc, l'intelligence artificielle est devenue un défi géopolitique, un défi majeur. Et je suis donc frappé, et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur ce sujet pour m'écarter un peu de mes pistes habituelles stratégiques, parce que je pense très sincèrement que si on ne maîtrise pas les codes de l'IA, on va être amené à avoir des grandes difficultés. Et que demain et aujourd'hui même, les nations qui louperaient le virage de l'intelligence artificielle connaîtraient à peu près le même sort que les nations qui ont loupé le virage de la révolution industrielle au XIXe siècle. La différence, c'est que l'intelligence artificielle va encore plus vite. Cette révolution qui est sous nos yeux va encore plus vite que ne l'a fait la révolution industrielle et qu'elle s'étend beaucoup plus rapidement et que donc cet effet un peu de déclassement des uns ou de surclassement des autres peut avoir un effet très rapide et qu'il y a un risque d'être irrémédiablement en retard si on manque la marche. L'autre aspect comparable avec la révolution industrielle, c'est que la révolution de l'IA a des conséquences sur nos sociétés, disons en sociologie, en termes internes, mais également a des conséquences sur l'état des rapports de force internationaux. Et donc, dans les deux cas, il faut maîtriser cela parce que s'il n'y a pas réellement une prise en compte de ces défis, et si les gens laissent l'état des choses se dérouler normalement, mais normalement n'est pas normal justement, eh bien on risque d'avoir des réveils brutaux et difficiles. Et personnellement, j'ai été frappé, on verra s'il en est de même en 2022, mais en 2017, pratiquement aucun des candidats à l'élection présidentielle en France n'a abordé ces questions qui, une fois encore, pourtant sont vitales, aussi bien pour l'avenir de la place de la France dans le monde que pour les équilibres internes de nos sociétés. Et une fois encore, c'est vrai à l'échelle mondiale. Et je voudrais commencer par trois citations qui sont en exergue de mon livre sur l'intelligence artificielle. La première est de Vladimir Poutine, qui a dit « Le pays qui sera leader dans le domaine de l'intelligence artificielle dominera le monde ».
Et Poutine, je vais chaque année au forum de Valdaï que Poutine vient conclure, depuis déjà, alors il n'a pas eu lieu l'an dernier, enfin, juste en visio, ça fait déjà 2-3 ans qu'il met l'accent sur ça parce que les Russes savent qu'il y a un vrai danger de déclassement pour eux et qu'ils arrivent à tenir un rang géostratégique malgré une diminution de leur PIB, mais que s'il y avait un déclassement dans l'IA, ils ne pourraient pas tenir le rang qu'ils tiennent. L'autre citation, elle est de Barack Obama. Nous avons possédé Internet, nos entreprises l'ont créé, l'ont élargi et perfectionné. Et donc, il y a le sentiment qu'Internet appartient aux États-Unis, mais que surtout, le fait d'avoir créé Internet et d'avoir été les piliers de l'intelligence artificielle, puisque les grands symboles, on parle des GAFAM pour Google, Apple, Amazon, Google, Apple, Facebook, Amazon et donc pour avoir Microsoft, eh bien pour avoir créé cela, il y a une domination américaine, mais ils sont aussi concurrencés par un troisième larron qui est la Chine, puisque Xi Jinping déclare peu après, si notre parti communiste, ne parvient pas à faire face aux défis représentés par Internet, il ne saurait relever le défi de rester au pouvoir à long terme. Et donc, pour les dirigeants chinois, eh bien, le fait d'être dominé par les États-Unis en matière d'IA pourrait non seulement être une remise en cause du statut et de l'objectif chinois de devenir la première puissance mondiale, et l'intelligence artificielle est l'un des instruments de cette lutte entre Washington et Pékin, mais aussi donc il y voit le moyen, puisque si la Chine n'arrive pas à briller, si la Chine n'arrive pas à maintenir cette croissance économique, eh bien la Chine pourrait voir le Parti communiste être contesté parce qu'il n'aurait pas rempli sa mission d'avoir une Chine à la fois prospère et respectée au niveau international. Alors, donc une très grande révolution parce que les défis en matière interne sont énormes et en fait, selon ce que l'on en fera, l'intelligence artificielle pourra être un moyen merveilleux de vivre mieux ou pourrait déboucher sur une société la plus inégalitaire qu'on ait jamais connue. Et donc, en fait, nous sommes, l'expression être à la croisée des chemins, je sais qu'elle est bateau, banale et à bannir, mais là, on est vraiment, effectivement, au début d'une ère nouvelle. Et un peu comme la révolution industrielle peut déboucher sur du progrès ou sur, au contraire, des rétrogradations, l'IA, c'est la même chose, mais je dirais sur un facteur 10 ou 100 par rapport à la révolution industrielle. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a par rapport à l'IA, et c'est peut-être pour cela que les responsables politiques n'en parlent pas. Un, ils ne sont pas au courant, ils ne maîtrisent pas, ils ne veulent pas faire les efforts de travailler. Et on voit notamment en France qu'il y a les débats qui agitent la classe politique sont un peu parfois sidérants par rapport aux enjeux réels, et notamment aux enjeux réels de l'intelligence artificielle, une fois encore pour notre société, pour les sociétés en général et pour notre pays. Parce que, effectivement, l'intelligence artificielle pourrait être la promesse de beaucoup de choses. Et en fait, il y a 10 ans, on n'aurait pas pu faire cette conférence. Si le Covid-19 avait frappé le monde il y a 10 ans, il l'aurait frappé beaucoup plus durement, parce que l'intelligence artificielle n'aurait pas été là pour compenser l'absence de déplacement possible, l'absence de contact, etc. Et donc, le fait de pouvoir être en contact, bien que l'on soit à des centaines et parfois même à des milliers de kilomètres, est quand même un progrès dans les relations humaines extrêmement important. Autre progrès, le fait de pouvoir vivre longtemps et en bonne santé, on ne peut que s'en satisfaire, que s'en réjouir même. Et donc, on voit bien que là-dessus, l'intelligence artificielle est dans la vie quotidienne. L'intelligence artificielle nous rend de multiples services et nous fait gagner du temps. Si l'on veut, moi dans mon métier, quand j'ai commencé, si je devais chercher une information, je pouvais essayer de compulser plusieurs livres pour savoir où c'est que j'ai trouvé cette citation. Je ne m'en rappelais pas forcément. Si je voulais retrouver un événement historique, il fallait que je fasse des recherches assez importantes. Maintenant, c'est très rapide. Et donc, j'ai plus de temps de libre pour réfléchir puisque la recherche de l'information est économisée en termes de temps. Et ce temps, qui était un temps un petit peu fastidieux et finalement peu utile, eh bien, peut être réservé maintenant à l'amélioration de la capacité d'analyse, puisqu'on est moins soumis à la dictature du temps pour aller à la recherche de l'information.
Si l'on veut se déplacer, combien de fois les uns et les autres a-t-on été perdus dans des villes que l'on ne connaissait pas, avec des panneaux que l'on ne comprenait pas, on se rappelle du gros plan noir de banlieue pour se retrouver. Aujourd'hui, voilà, on n'a plus de problème pour se retrouver, on peut contacter directement. Tout ça, c'est des progrès formidables. Et puis, les capacités de production sont tout à fait plus fortes, plus développées. Et donc ça, c'est tout le côté positif de l'intelligence artificielle qui fait que si on pousse les feux jusqu'au bout, on pourrait avoir une vie plus facile, plus longue, plus confortable, plus prospère, grâce à ces nouveaux moyens, plus de disette, et quelque part, c'est d'ailleurs un peu une sorte d'ironie de l'histoire. Marx avait dit que le communisme pourrait survenir à partir du moment où le développement des forces productives serait suffisant pour que l'on vive dans une société où on serait architecte le matin et maçon l'après-midi, et où on finirait la période à chacun selon son travail pour rentrer dans une période à chacun selon ses besoins. Bon, il n'est peut-être pas pris en compte le fait que les besoins se développent au fur et à mesure qu'ils sont satisfaits. Mais c'est autre histoire. Mais en tous les cas, l'intelligence artificielle pourrait créer une société d'abondance. Et ça, c'est effectivement extrêmement réjouissant. Mais sur l'autre versant, eh bien, l'intelligence artificielle pourrait détruire des dizaines de millions d'emplois, qualifiés ou non qualifiés d'ailleurs. Des emplois qualifiés, et je pense par exemple interprètes avec les systèmes de traduction automatique, des gens qui ont fait des longues études pourraient être privés d'emploi. Je pense aux médecins parce que un ordinateur a une capacité de mémoire plus importante qu'un être humain et que donc il peut émettre un diagnostic plus précis en fonction des examens qui ont été faits. On peut penser aussi à avocats. Et de plus en plus, il y a une machine peut fouiller beaucoup plus la jurisprudence et il y a le spectre de jugement qui serait rendu automatiquement, sans intervention humaine, juste en fonction de la loi et de la jurisprudence. Alors là, il y a bien sûr une perspective de déshumanisation qui est quand même un peu forte. Et les livreurs, les drones peuvent les remplacer, les chauffeurs de taxi, des voitures qui se conduisent automatiquement. Et donc, il y a éventuellement des millions d'emplois, qualifiés ou non qualifiés, mais parfois hautement qualifiés, qui pourraient être remplacés. Ce qu'on ne pourra pas remplacer, c'est l'attention personnelle, le fait d'accompagner un malade psychologiquement, le fait de lui porter des soins physiques, etc. Le fait de discuter avec un client quand on est avocat pour voir ce que le client veut vraiment, etc. Mais donc, le risque quand même, c'est qu'il y ait des millions de chômeurs. Et le risque supplémentaire, des millions de chômeurs dont personne ne s'occupera parce qu'ils seront des armées d'inutiles. Quand Bismarck crée la sécurité sociale, c'est pas uniquement dans un but philanthropique, c'est que la Prusse puis l'Allemagne ont besoin de soldats et d'ouvriers pour la puissance de la Prusse et la force de la Prusse. Mais si on est dans un monde où la machine fait tout et qu'il n'y a plus besoin de gens pour défendre les frontières parce que les armes seront des armes automatiques, etc., et qu'il n'y a plus besoin d'ouvriers pour produire parce que la machine fera tout, qu'est-ce que l'on va faire de tous ceux qui seront réduits à l'inaction? Et au contraire, on voit bien que les fortunes des grands géants du digital se sont améliorées de façon extrêmement importante au cours de la période de confinement. On pourra voir une société où certains accumulent des fortunes réellement gigantesques, c'est déjà le cas, j'y reviendrai par la suite, et où finalement les démunis, les inutiles seraient livrés à eux-mêmes ou à la charité que voudrait bien accorder cela. Donc il est vraiment nécessaire de maîtriser les progrès de l'IA pour qu'ils soient mis au service du plus grand nombre et qu'on n'ait pas une société tout à fait à plusieurs vitesses, en tous les cas, avec des gens qui seraient complètement déclassés et d'autres qui voudraient se tenir à l'écart. Les scénarios ultimes, les scénarios catastrophes que vous connaissez, c'est les milliardaires du GAFA se réfugient sur une île, créée artificiellement dans le Pacifique, se protègent, arrêtent de payer des impôts,
parce que ça ne sert à rien, ils sont protégés, ils n'ont pas besoin de l'État, mettent en cause les États, j'y reviendrai, ou même le but d'Elon Musk, c'est d'aller sur Mars. Et je pense que s'il va vivre sur Mars, eh bien, il oubliera de payer sa contribution à l'État américain, puisque les GAFA se sont quand même très largement bâti leur fortune sur ce qu'ils appellent l'optimisation fiscale et sur ce que les mauvaises langues appellent l'évasion fiscale. Et donc, ce scénario d'une société complètement déshumanisée fait peser un grand risque. Donc, il faut s'approprier les progrès. Il faut que l'intelligence artificielle soit un bon serviteur, mais ne devienne pas notre maître. Sinon, bien sûr, nous serions dans des difficultés. L'autre sujet, c'est sur les enjeux de souveraineté, parce que les géants du numérique sont des sociétés qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années, pour la plupart d'entre elles. Alors, Microsoft, oui, mais bon, la plupart d'entre elles ont été créées au XXIe siècle. Et donc, elles ont fait des fortunes formidables en quelques années, de façon très rapide, bien plus rapide que les grands groupes issus de la révolution industrielle, au point tel qu'on peut se demander s'ils ne viennent pas remettre en cause la souveraineté des États. On parle beaucoup en termes stratégiques depuis le début de la globalisation. La grande question régulièrement posée, est-ce que les États ne sont pas devenus obsolètes? Est-ce qu'ils ne sont pas trop petits pour les grandes choses, trop grands pour les petites choses? Et est-ce que les flux, les réseaux ne sont pas venus faire perdre leur pertinence aux États? Non. Quand j'étais étudiant, on étudiait les livres de Raymond Aron qui disaient que les relations internationales sont avant tout des relations interétatiques et que donc elles sont concentrées au niveau des États. Aujourd'hui, certains disent non, les États sont dépassés. Je n'ai jamais cru cela qui se dit depuis, on parle de la fin des territoires, mais aller au 38e parallèle, aller à Jérusalem, aller en Crimée, et aller dans le Donbass, vous voyez bien que les frontières, ça existe, même si certains s'en arrangent, comme Loukachenko, mais elles existent en tous les cas. Donc, je n'ai jamais cru à ce que les États soient remis en cause. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'acteurs sur la scène internationale qu'auparavant. Vous avez maintenant les firmes multinationales, les collectivités locales, les ONG, les médias, etc. Les États ont perdu le monopole, mais il reste l'acteur pivot. Ceci étant, avec ces grands géants du digital, ils pourraient voir leur rôle comme acteur majeur être mis en cause. Et j'ai été très frappé pendant la rédaction de ce livre, là, pendant la période du confinement, 3 événements qui sont survenus, pas simultanément, mais dans une période courte, qui sont venus mettre en avant quand même l'importance de ces géants digitaux et le fait qu'ils pouvaient venir tenir tête aux États. La première, ça a été lorsque Elon Musk a travaillé avec la NASA pour envoyer des spationautes dans la navette spatiale internationale. Quand l'homme a été sur la Lune, les premiers pas sur la Lune, c'était la NASA seule. Et la NASA, bras séculier de la superpuissance américaine, n'avait pas besoin d'opérateurs privés pour envoyer 3 astronautes sur la Lune. Et il aurait été impensable que la NASA coopère avec une firme privée. Là, ça n'a pas été impensable, ça a été indispensable. Sinon, elle n'avait pas les moyens de faire cette mission. Et donc, la NASA, malgré le mythe qu'elle représente, malgré la richesse des États-Unis, qui sont quand même toujours la première puissance économique mondiale, eh bien, la NASA, toute NASA qu'elle est, a dû faire appel à un opérateur privé issu d'une fortune très récente du digital pour pouvoir opérer cette mission. Le deuxième point, c'est lorsque Mark Zuckerberg a voulu créer sa monnaie, la Libra. Le fait de battre monnaie est par essence une mesure, une régalienne, une fonction régalienne. Et pourquoi les faux monnayeurs sont réprimés férocement par les États? Parce qu'ils remettent en cause la souveraineté des États. Et donc, même si le projet a été abandonné, mais Mark Zuckerberg se proposait de créer une monnaie Facebook, une monnaie qui aurait
servi pour de multiples opérations, donc comme s'il était un État. Et le troisième exemple, c'était que lorsque, suite au retrait par Donald Trump de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé en pleine crise de pandémie, Donald Trump accusant l'OMS d'être dans les mains des Chinois, et donc il suspend la contribution financière américaine et il retire la participation des États-Unis à cette organisation. C'est Bill Gates qui vient faire les fins de mois de l'OMS. Et il a compensé à hauteur de 300 à 400 millions de dollars l'équivalent de ce qu'était la contribution des États-Unis pour l'OMS. Donc, un privé, pas tout à fait anodin quand même, mais en tous les cas, un privé a été remplir les caisses d'une organisation internationale dont l'activité était vitale en période de pandémie. Et donc, on voit que très rapidement, ces géants ont fait fortune. Pourquoi ? Parce que finalement, Facebook plus Instagram, ils ont plus, et WhatsApp ont plus d'utilisateurs que la Chine et l'Inde n'ont d'habitants réunis. Que les grandes compagnies digitales ont des chiffres d'affaires supérieurs au PIB des États. La fortune de Jeff Bezos s'est accrue de 80 milliards de dollars entre décembre 2019 et septembre 2020, donc pendant le premier confinement. C'est à peu près l'équivalent du PIB de l'Éthiopie ou d'Oman, qui ne sont pas des pays les plus démunis. Elle s'est accrue de 13 milliards en une seule journée, et donc l'équivalent du PIB du Mozambique, de Malte ou de l'île Maurice. Et la fortune personnelle de Jeff Bezos atteint les 200 milliards, c'est-à-dire c'est l'équivalent du Qatar ou de la Nouvelle-Zélande. Et donc, eh bien, on voit bien que si vous faites un tableau des chiffres d'affaires des grandes sociétés numériques et des PIB des États, eh bien, on voit bien qu'on est dans une concurrence équivalente. Alors, est-ce que cela peut mettre en cause les États ? Ils ont réagi, en fait. Ils ont réagi et on voit que cette menace d'une concurrence, parce que au début, les différents États ont dit tant mieux qu'on a si on a des géants du numérique, parce que ça permet de mieux rayonner. Mais ils ont vu que leur propre souveraineté pouvait être minée de l'intérieur. Et il y a eu un mouvement de remise en cause qui est venu de 3 acteurs majeurs, que sont l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, chacun d'ailleurs agissant avec ses propres moyens, ses propres traditions et, disons, son ADN stratégique. Pendant très longtemps, les États-Unis ont protégé les GAFAM, leurs géants du numérique, en pensant qu'ils étaient... Ils avaient raison de le faire, la déclaration d'Obama, que c'était un moyen de dominer la scène mondiale. Et lorsque les Européens voulaient taxer les GAFAM, Donald Trump est parti en bataille en disant que c'était inadmissible, et au Congrès, les gens pensaient que c'était également inadmissible. Et l'argument qui était en avant pour protéger les GAFAM était que si on ne protège pas les GAFAM, ce sont les BATX, donc les compagnies équivalentes, comparables, chinoises, qui viendraient profiter des entraves soumises aux GAFAM. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Musk, il a commencé avec des crédits du Pentagone, Apple pareil, et donc il ne faut pas avoir l'illusion de penser que les grands géants du numérique, c'est des inventeurs, des ingénieurs de génie qui ont fait ça dans un garage. Alors, oui, c'était des ingénieurs de génie, mais ils ont fait avec un financement très fort au début du Pentagone, notamment par la DARPA, un organisme qui cherchait la recherche, qui finançait la recherche dans ce domaine, parce que c'était un moyen de rayonner pour les États-Unis. Mais là, récemment, Joe Biden, comme vous l'avez vu, alors il y avait déjà des enquêtes aux États-Unis, parce que finalement, les États-Unis sont un peu retrouvés dans la même configuration qu'avant, les lois qui sont venues casser les monopoles. Il y avait ce qu'on appelle les barons voleurs aux États-Unis. C'était les grands géants des chemins de fer, du pétrole, qui avaient aussi, pendant la révolution industrielle, bâti des grosses fortunes à coups
à coup d'arnaque très souvent d'ailleurs, bon, à coup, mais bon, qui étaient devenus des entités tout à fait respectables, etc. Mais quand même, le Sherman Act était venu briser les monopoles pour ne pas mettre en danger la concurrence et ne pas mettre en danger finalement l'accès aux services des citoyens. Et là, la justice américaine a commencé à enquêter sur des pratiques non concurrentielles parce qu'on a constaté que les géants du numérique, donc ces GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft et quelques autres, en fait, ne cessaient d'absorber les jeunes pousses qui naissaient. Ils les absorbaient, ils les achetaient très cher pour les empêcher de croître et pour qu'elles croissent en interne. Et donc, pour éviter d'être elles-mêmes soumises à une concurrence. Et donc, la justice américaine s'en est inquiétée. Et puis, plus récemment, Biden, qui a besoin d'argent, il a fait 3 plans de relance à 6 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 fois le PIB de l'Italie quand même, et un tiers du PIB américain. Il a décidé de taxer les GAFAM et aussi décidé un peu, alors qu'on disait que les démocrates étaient quand même les amis du numérique, du digital, il a décidé de taxer les GAFAM et aussi d'encadrer. Et donc, on parle d'un démantèlement de Facebook, d'obliger Facebook à revendre WhatsApp ou Instagram. Et donc, les Américains sont très sensibles au respect de la concurrence. C'est également sur ce thème, l'Europe s'y attaquait sur 2 façons. Sur le thème de la fiscalité, faisons la chasse à la fraude, enfin, à l'optimisation fiscale ou à l'évasion fiscale, avec des techniques très éprouvées de la part d'Amazon, mais aussi d'Apple pour y échapper, et aussi pour non-respect des règles de concurrence, et Google Apple aussi ont été condamnés. S'ils ne payaient pas l'amende, il n'y avait plus accès au marché européen. Et personne ne peut se priver d'un marché de 450 millions d'habitants dont la majorité ont des fortes capacités contributives. Et donc l'Europe se fait respecter, il y a aussi la réglementation RGPD, même si des fois l'Europe doit un peu céder face aux Américains, mais ça c'est un aspect plus général de la nature des relations entre États-Unis et Europe. Mais donc l'Europe a voulu, disons, réguler cela. Et puis, la troisième mouture, la troisième action, c'est la Chine. La Chine qui a donné un coup de bambou magistral à Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui a pris un peu trop de liberté avec le pouvoir politique, et Xi Jinping, qui entend quand même être le nouveau Mao, mais un Mao qui réussirait économiquement, contrairement au premier, lui a fait savoir que si du temps de Mao, le principe du gouvernement, le slogan était « Le parti commande au fusil », ce slogan n'est pas éculé, il reste toujours, et donc le parti commande aux géants du digital. Jack Ma a été condamné à une forte amende, il n'a pas pu introduire Cité en bourse comme il le souhaitait, et il n'a pas pu surtout continuer à développer les relations puisqu'il contestait carrément la ligne du Parti communiste chinois par rapport aux tensions avec Washington. Jack Ma lui avait besoin des relations avec Washington. Et d'ailleurs, c'est aussi un fait, c'est qu'on voit que les gens du numérique américains sont à la fois en concurrence avec leurs homologues chinois, mais en même temps ne veulent pas partager l'hostilité qu'ont leurs dirigeants à l'égard de la Chine. Parce que lorsque Donald Trump voulait taxer les importations en provenance de Chine pour rétablir ou diminuer le déficit commercial, eh bien tout simplement, les grands géants de la Silicon Valley se sont dit, mais si on fait ça, si on taxe, nos produits vont être plus chers. Et on sera moins concurrentiel par rapport à Samsung, par rapport à Huawei et à d'autres. Et puis aussi, Apple fait 20 à 25% de son chiffre d'affaires en Chine. Et Apple n'a pas envie qu'il y ait une campagne de boycott. Et on sait comment ça se passe en Chine, où les campagnes de boycott sont censées être lancées par les citoyens. Bon, mais en tous les cas, puis il y a un patriotisme en Chine. Si Apple apparaissait comme une société hostile à la Chine, elle perdrait l'essentiel de son marché aux États-Unis, en Chine. Et donc, elle ne le veut pas. Et donc, parce que, en fait, moi, en tant que géopolitologue, quel est le grand défi stratégique pour les 10 à 15 ans qui viennent?
c'est la rivalité Chine-États-Unis. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser économiquement les États-Unis. La seule question qui reste, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va le faire. Et la crise du Covid-19 a accéléré les choses puisque trois chiffres très simples. En 2001, lorsque la Chine adhère à l'OMC, elle représente 10% du PIB américain. L'an dernier, 65%, et le Covid-19 a accéléré, elle en fait 70%. Et donc, la bataille se fait aussi au numérique. Donald Trump a voulu interdire TikTok aux États-Unis, pardon. C'est assez amusant parce que du temps de la guerre froide, c'était les Soviétiques et les Chinois qui interdisaient la culture occidentale pour qu'elle ne permettisse pas la jeunesse communiste. Et là, on a vu en fond renversé. Et il y a eu un mouvement Sputnik. Le mouvement Sputnik, c'est en 2017, un ordinateur de Google bat le champion du monde de jeu de Go en Chine. Les Chinois ont mis le paquet sur l'intelligence artificielle. Ils ont les données, ils ont les masses, ils ont les entrepreneurs. Et en fait, ils ont les entrepreneurs qui, leur parti communiste leur dit enrichissez-vous. Tant que vous ne remettez pas en cause la légitimité du Parti communiste, vous faites ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'en termes de données, ils ont des masses plus importantes du fait du nombre qu'ils sont par rapport aux Américains et du fait qu'il est plus facile d'extraire les données des Chinois que des Américains. Et donc, le duel Chine-États-Unis se transporte également dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je vais peut-être parvenir à la conclusion, puisque je vois qu'il y a beaucoup de questions et j'aurai l'occasion d'y répondre. Et donc, la grande question, c'est de savoir ce que l'on fait, nous, Européens. Alors, là, il y a plusieurs options. L'option, on a pris du retard. On a pris du retard, c'est clair. En 2002, le sommet de Lisbonne parle de lancer les autoroutes de l'information. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Mais donc, par rapport à ce duel Chine-États-Unis qui se déroule et dont le cœur de combat et du terrain d'affrontement se place aussi sur le terrain de l'intelligence artificielle, on a le choix de s'allier aux Américains, de s'allier aux Chinois, ce qui est le moins probable, ou d'essayer d'éviter de n'avoir pour seule option que d'être le partenaire junior de l'un ou de l'autre, et plus probablement des États-Unis. Les Américains veulent nous entraîner, bien sûr, dans ce combat contre la Chine, mais ce n'est pas forcément notre combat. On a des problèmes avec la Chine, on a des rivalités commerciales, on a des problèmes politiques, mais nous, on n'a pas le même problème que les Américains, parce que le problème des Américains, c'est qui sera la première puissance mondiale. Ils sont la première puissance mondiale depuis 1945. Ça veut dire que tout Américain qui a moins de 90 ans a toujours vécu dans un pays qui est la première puissance mondiale, puisqu'on s'intéresse à l'actualité à partir de 15 ans, grosso modo, et qu'être déclassé par la Chine, un pays de surcroît communiste asiatique, c'est insupportable pour eux. En plus, ils pensent qu'ils ont des valeurs qui sont supérieures. Mais nous, c'est pas le problème européen. On sait qu'on est déclassé économiquement par rapport à la Chine. Quand j'ai commencé à travailler sur les questions géopolitiques, il y a une trentaine d'années, le PIB chinois était 4 fois inférieur au PIB français. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais c'est un défi, mais c'est pas une source d'angoisse. Donc, c'est de travailler à cela. Et pourquoi a-t-on loupé cette révolution digitale? C'est que on n'a pas de géant et que l'Union européenne a toujours plus voulu privilégier le consommateur au producteur. Et donc, on a empêché la constitution de géants. Et puis, il y a une fuite de cerveau. Cédric Villani, dans son rapport, montre bien que en France, on sait former les gens. On a les meilleures écoles d'ingénieurs, on a les meilleures écoles de mathématiciens, mais s'il n'y a pas de perspective pour les jeunes et que ils vont être embauchés, ils vont partir dans la Silicon Valley ou être embauchés dans les centres de recherche que les gens du digitaux, d'abord américains, mais maintenant chinois, construisent en France pour venir attirer les talents. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience de cela. Et comme je l'indiquais en début de la conférence, en France, on était en retard. Donc, il est temps, et c'est aussi pour cela que j'ai voulu faire ce livre, un peu un cri d'alerte il y a un enjeu majeur dont on ne parle pas suffisamment. Il faut vraiment que les pouvoirs publics se réveillent, que le public se réveille et que l'on sache qu'il est important de miser sur l'IA tout en la régulant pour la maîtriser, mais que on ne peut pas devenir les déclassés de cette révolution. Heureusement, les pouvoirs publics commencent à le réaliser en France. Il y a de plus en plus de licornes, ce qui est une bonne chose, même si on peut regretter que très souvent les fonds d'investissement américains misent dessus et moins de capitaux français. Et la Commission européenne qui se veut géopolitique, a compris que, il était temps de s'y intéresser et que si la partie est perdue pour ce qui est des données personnelles, on ne va pas créer un Facebook européen.
Pour ce qui est des données industrielles, la partie ne fait que commencer. Et pour ce qui est des données de santé, la partie fait également que commencer. Et donc, on peut espérer effectivement être, même si on part avec un peu de retard, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais c'est moins une. C'est moins une. Et donc, il est vraiment temps de prendre ce virage, de développer toutes les forces. Et c'est pour là ce que vous faites est non seulement important pour vos entreprises, évidemment, mais il est aussi important au niveau national et au niveau international. Parce que ce que vous faites les uns et les autres à votre échelle a des répercussions. Si vous étiez plus nombreux à le faire, le pays se porterait mieux. Et en tous les cas, il y a vraiment un enjeu au-delà du développement de vos sociétés, au-delà de la prospérité de vos entreprises, il y a un enjeu de souveraineté pour la France. Si nous ne mettons pas le paquet sur l'intelligence artificielle, nous deviendrons un pays de seconde zone. Parce que c'était l'IA et ce qui a été le charbon et l'acier pendant un moment donné, ce qui a été un pétrole pendant un moment donné, c'est le nerf de la prospérité économique et le nerf de la souveraineté stratégique. Et donc, c'est pas une question, c'est une obligation de s'en occuper, c'est pas une question de choix, c'est pas une option, c'est une obligation. Et donc, il est vraiment important de s'en occuper. Il est important de faire des forums de ce type. Voilà. Je vais m'arrêter là pour avoir le temps de prendre et que Marie puisse relayer les questions qui, je crois, arrivent en nombre maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Boniface, et merci pour cette conférence passionnante. Donc, effectivement, on a plusieurs questions. Je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. Donc, la première, les aspects environnementaux sont-ils, à votre avis, suffisamment pris en compte dans la réflexion stratégique de l'IA? Oui, parce que tout simplement, c'est aussi un moyen de lutter contre. Alors, il y a deux volets à cela. Il faut être conscient que tout ce qu'on appelle énergie verte n'est pas forcément totalement respectueuse de l'environnement et que les voitures électriques polluent également, pas en roulant, mais en étant fabriquées, en fabriquant les batteries, et que le problème des terres rares est un problème sur lequel il faut se pencher, et que très souvent, lorsque l'on construit des installations ou que l'on veut lutter contre le réchauffement climatique, on construit des produits qui sont peu consommateurs d'énergie en fonctionnant, mais qui sont consommateurs d'énergie pour être mis au point et être créés. Et on ne met pas suffisamment l'accent là-dessus. Si on veut une neutralité carbone, il faut élargir le bilan, non pas au seul usage, mais à l'ensemble du cycle du produit. Donc ça, c'est une première réserve, je dirais négative, enfin plutôt pessimiste par rapport à votre question. L'autre aspect plus optimiste, c'est que l'intelligence artificielle permet quand même de lutter contre le gaspillage de l'eau, par exemple, contre le fait de mieux prévoir les récoltes, le fait, etc. Et donc, dans la lutte qui est quand même le grand défi stratégique, la Terre n'est pas en danger. La Terre, c'est nous qui sommes en danger. La Terre nous survivra. Mais c'est l'humanité qui est en danger. Mais donc, dans ce grand défi stratégique qui est comment faire en sorte que la vie de l'humanité ne soit pas mise en danger sur la Terre qu'elle occupe, l'intelligence artificielle peut être d'une aide extrêmement importante pour limiter le gaspillage, pour limiter ne serait-ce que le gaspillage alimentaire, par exemple, mais toute forme de gaspillage, pour réduire l'énergie nécessaire pour produire quelque chose ou aller d'un point à un autre, et tout simplement pour effectivement prévoir les catastrophes naturelles, les limiter. Donc, il y a un aspect protection de l'environnement. On ne gagnera pas la bataille de la protection de l'environnement sans l'intelligence artificielle. D'accord, merci pour votre réponse. Une autre question en lien justement avec l'intelligence artificielle et l'humanité, mais via un autre spectre. Pensez-vous que l'intelligence artificielle soit la voie pour élever l'humanité vers des missions plus humaines? Bien sûr, la phase transitoire sera désastreuse en termes de chômage. Faut-il travailler pour anticiper et préparer cette phase? Oui, c'est une conviction profonde, c'est vraiment un défi majeur. Parce qu'une fois encore, selon la direction que l'on va prendre collectivement en tant qu'humanité, l'IA peut nous amener à une société où il n'y aura plus de gens qui sont démunis. On peut vaincre la pauvreté grâce à l'intelligence artificielle. Et si on vainc la pauvreté, il y aura moins de conflits. Les conflits sont souvent des conflits pour des ressources qui deviennent rares ou qui sont insuffisantes. Donc, si les ressources sont plus abondantes, on éteint une des sources majeures de conflits.
Et donc, on peut très bien avoir une société, une fois encore, plus harmonieuse parce que les biens disponibles, les biens de première nécessité seront suffisamment abondants pour que personne n'en manque. Donc ça, je dirais que c'est le scénario rose, mais qu'un scénario possible. Le scénario noir, c'est que les inégalités augmentent avec des super riches. Ça ne sera même plus le 1% du 1%. Ça sera le 1 pour 1 million, enfin le 1 pour 1000 ou le 1 pour 100 000 du 1 pour 100 000. Donc dans un scénario presque de science-fiction. Mais parfois, la réalité dépasse la fiction. On peut avoir une poignée de milliardaires, une petite cohorte, une oligarchie de milliardaires qui payent des gens pour s'occuper d'eux, pour aller vers la vie éternelle, pour être bien entretenus, être protégés, etc. Et tous les gens qui ne seront pas, donc, à part la petite cohorte de gens qui seront là pour être au service de ces milliardaires, les autres seront soumis à la mendicité ou à la charité. Ça, c'est Donc, vous voyez bien que ces deux scénarios totalement extrêmes sont tous les deux sur la table. On peut aussi bien aller vers l'un que vers l'autre. Donc, ça va un peu dépendre de la façon dont nous allons nous approprier ces progrès. Mais les deux sont possibles. Et je ne crois pas, si on commence mal, il y a assez peu de chances que ça se termine bien. C'est-à-dire que si on se dit, là, il y a une période compliquée à passer, et donc on va mettre au chômage des centaines de millions de personnes, mais ce sera pour mieux s'occuper d'elles par la suite, généralement, le digital crée des fondations pour des causes, mais c'est souvent plus pour leur propre image que pour les causes réelles. Et surtout, ils sont libres de le faire. Le problème, c'est que le problème de milliardaires du digital qui concurrencent les États, c'est que même un État dictatorial, même Loukachenko, doit rendre des comptes aux Biélorusses. Jeff Bezos, il a de comptes à rendre à personne. Voilà, et même plus à sa femme puisqu'il a divorcé. Donc, il fait ce qu'il veut. Elon Musk, c'est pareil. Donc, Bill Gates, c'est pareil. C'est très bien ce que fait Bill Gates. Mais il le fait volontairement, donc on n'a pas de prise sur lui. Alors que dans le cadre d'un État, il y a quand même le peuple qui peut, plus ou moins, selon les circonstances, décider. Donc, effectivement, il y a ce danger-là. Oui, pardon, pour terminer, je veux dire que si on commence mal, on ne va pas bien finir. Parce que les gens qui amassent des fortunes de ce type, les 80 milliards que Elon Musk a amassé ou que Jeff Bezos a amassé pendant la pandémie, il ne les a pas répartis. Il n'a pas dit, je vais envoyer. Alors, ils font des charités, mais qui correspondent à une petite partie de ce qu'ils gagnent. Très bien, merci beaucoup. Je vais du coup enchaîner sur d'autres questions qui sont arrivées plus tard, mais qui seront en lien avec ce que vous êtes en train de dire. Vous avez répondu en partie à certaines questions pendant votre présentation. Les États-Unis ont réussi à démanteler la Standard Oil au début du XXe. Pourraient-ils faire de même aujourd'hui avec les GAFA? Et j'en profite pour poser une autre question complémentaire. Est-ce que la nouvelle taxe que veut instituer Joe Biden va avoir un impact sur les géants de l'IA? Oui, alors oui, je réponds déjà, la nouvelle taxe va avoir un impact. Ça va, alors après, ils peuvent dire qu'ils vont répercuter leur prix sur le consommateur, mais ça va les frapper au porte-monnaie et ça va un petit peu rétablir un rapport de force entre les États, parce qu'en fait, l'évasion fiscale est venue appauvrir les États, et ensuite, l'aide que Elon Musk accorde à la NASA, c'est quelque part restituer une partie de l'argent qu'il a gagné par l'évasion fiscale ou par les financements que le Pentagone lui a accordés au début. Et donc là, l'État se dit, c'est un renforcement de l'État par rapport à la menace de souveraineté des GAFA, et donc ça vient limiter la toute-puissance des GAFAM ou des BATX, et donc ça vient, je dirais, faire que les États seront un peu moins impécunieux et les géants digitaux un peu moins florissants, donc ça renforce l'impact. Et effectivement, ça va lutter contre l'évasion fiscale. Donc c'est très net. Par rapport à la première question, le débat et le combat est en cours. Il y a une très forte volonté de la part de l'administration et d'une partie du Congrès de, effectivement, et en plus, les grands géants du digital, leurs patrons étaient un peu arrogants
avec les élus au Sénat lors d'auditions, notamment Amazon, sur l'affaire Cambridge Analytica, etc. Donc, il y a une sorte de volonté, mais ces grandes sociétés ont des lobbyistes de talent, peuvent payer des gens très chers pour défendre leurs intérêts, etc. Et donc, il n'est pas certain que le démantèlement survienne. Il y a une volonté de le faire, mais qui n'est pas une volonté unanime aux États-Unis. Mais la question est posée, alors qu'elle n'était pas posée il y a 2-3 ans. Et il est difficile de voir comment les choses peuvent évoluer. Il n'est pas certain que le démantèlement ait lieu, mais en tous les cas, il est certain que l'ère de l'open bar pour ces sociétés digitales, cette ère-là est révolue. Très bien, je vous remercie. Une autre question. L'Union européenne semble vouloir légiférer sur l'IA, poser un cadre. Il ne semble pas y avoir la même volonté. Il y a une question qui est arrivée entre-temps, je l'ai perdue. Du coup. Il ne semble pas y avoir la même volonté aux États-Unis ou en Chine. Pensez-vous que ces règles freinent le rattrapage européen? Pour reprendre votre comparaison, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de réglementation lors de la révolution industrielle. Elle est venue, oui, enfin, elle est venue par la suite parce qu'il y a eu des lois sur le travail, des lois sur la protection de l'environnement qui sont venues par la suite. Alors, c'est vrai que c'est à double tranchant. Le RGPD est de plus en plus observé et pourrait être une norme qui s'exporte. Et donc, certains parient sur le fait que l'Europe soit un modèle qui soit moins rigide et surveillant que le modèle chinois et moins libéral, tout laisser faire, laisser aller, que le modèle américain, et qui du coup soit attractif pour les citoyens et pour cela. Donc, ce qui a été une gêne pour les Européens, c'est pas tellement la RGPD, c'est le fait de ne pas, parce que là, finalement, on voit bien que les sociétés américaines sont obligées de l'accepter quand elles viennent en Europe. Et donc, on a quand même créé une norme, qui se généralise et qui en tous les cas, pose question aux États-Unis. La question est maintenant ouverte de savoir si ils ne vont pas un peu s'inspirer de ce modèle. L'erreur européenne, c'est d'avoir empêché la construction de géants du digital. Et regardez, on avait Nokia, on avait Alcatel qui n'ont pas été protégés. Et donc, on a fait preuve de naïveté par rapport aux appétits de nos concurrents. Donc, il faut que cette ère de la naïveté se termine. Sinon, on pourrait appliquer à l'IA ce que le ministre allemand des Affaires étrangères et Comas a dit de façon générale. Il ne faut pas que les Européens soient des végétariens dans un monde carnassier. Et donc, effectivement, nous avons insuffisamment protégé nos fleurons technologiques. Cette époque est révolue. Maintenant, nous les protégeons parce que nous sommes conscients. L'Allemagne, le signal d'alarme a été tiré il y a 2 ans quand une société chinoise a failli acheter un fleuron technologique avec des impacts de souveraineté allemands. Les Allemands ont dit non, c'est plus possible. Et donc, mais il ne faut pas le faire non plus seulement par rapport aux Chinois, il faut le faire aussi. Nous sommes alliés des Américains, mais sur le plan économique, nous sommes concurrents. On l'est un peu moins lorsque Biden est au pouvoir que lorsque Trump est au pouvoir, mais néanmoins, Alcatel a été démantelé lorsque Obama était au pouvoir aux États-Unis. Pas quand c'est pas Trump qui l'a fait, c'était du temps d'Obama. Merci. On a une question complémentaire du coup qui est tout simplement quel est selon vous l'écosystème nécessaire à l'émergence des géants de l'IA? L'écosystème nécessaire pour les géants de l'IA, c'est d'une part le fait que les jeunes talents puissent être conservés. Ça, il y a un enjeu majeur. Il faut que les jeunes talents puissent rester dans des sociétés françaises. Donc, il faut continuer à ouvrir l'université et qu'il y ait plus de fluidité entre le privé et le public, que l'université puisse activer des mesures de recherche qui soient rentabilisées, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Je crois que si on se fait piller, si le pillage, le brain drain continue, on est mal parti. Ensuite, il faut du volontarisme étatique pour protéger les jeunes pousses, pour leur permettre de grandir,
pour ensuite pouvoir faire en sorte de les avoir et de les mettre à l'abri des appétits extérieurs. Ça rejoint la question précédente. Et voilà. Et donc, et puis aider l'investissement, surtout faire que l'investissement puisse être orienté plus facilement vers ce qui est l'avenir de notre pays. Merci. Encore une question. L'intelligence artificielle est un danger pour les États et leurs missions régaliennes de contrôle et de réglementation. Comment les États peuvent utiliser cette IA pour proposer une alternative pour leurs missions et les challenges futurs? Mais en fait, à la fois, l'intelligence artificielle les aide. Regardez, par exemple, pour récolter des impôts, l'intelligence artificielle rend plus facile la récolte des impôts qu'auparavant. Elle la rend moins coûteuse. Elle donne d'ailleurs des moyens de lutter contre l'évasion fiscale, etc. Donc, elle peut être mise. Ce n'est pas parce que ce sont des technologies créées par des privés qu'elles sont anti-étatiques par définition. Elles peuvent être également utilisées par les États. Les systèmes de défense des différents pays utilisent l'intelligence artificielle. Et donc, la défense nationale est aidée par l'intelligence artificielle qui vient renforcer la puissance militaire. La santé publique, qui est une fonction régalienne, est également aidée. Si nous n'avions pas eu l'intelligence artificielle, la crise du Covid-19 qui nous a tous touchés nous aurait frappés en termes de santé publique, en termes, parce que l'application Covid-19, etc., tout ça quand même permet de limiter les dégâts. En termes de contact les uns avec les autres, en termes de maintien de l'outil de production, on aurait été plus gravement atteint. Donc le fait que ces sociétés soient des sociétés privées ne vient pas uniquement attaquer l'État. L'État, s'il conserve son pouvoir régalien, peut mettre au service de tous ces nouvelles technologies à condition qu'il garde une prééminence sur les sociétés. Alors, il ne faut pas que l'État commande à ces sociétés. Si l'État veut dire à différentes sociétés, voilà où il faut chercher, etc., bon, on revient au soviétisme et on sait sur quoi ça débouche, pas sur une réussite. Donc, il faut laisser les opérateurs privés être des opérateurs privés, innover, rechercher, performer, mais avoir toujours un lien qui est que c'est l'État quand même qui dirige la manœuvre et ces sociétés ont des fonctions économiques, sociétales, sociales, mais pas régaliennes. Merci. Il y a encore 2 questions. Il nous reste 7 minutes, donc on va les prendre. Peut-être que d'autres questions arriveront entre-temps. Une question qui est arrivée lors de votre intervention précédente et je ne l'ai pas attrapée au vol au bon moment, mais je vous la pose maintenant du coup. Dans le cas de la Chine, est-ce que les BATX sont-ils des garde-fous contre l'utilisation politique à outrance de l'IA? Le son a été un peu baissé. Vous pouvez répéter? Alors la question c'est, dans le cas de la Chine, est-ce que les BATX sont des garde-fous contre l'utilisation politique à outrance de l'IA? Non. Non, parce que elles ont, mais d'ailleurs pas plus que les GAFAM. Snowden nous a bien dit que les GAFAM avaient été utilisés par la CIA et les services de renseignement américains pour espionner, y compris le téléphone portable d'Angela Merkel. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a une barrière totalement étanche. Et pourquoi Snowden est autant détesté aux États-Unis, c'est parce qu'il a révélé quand même quelque chose. Donc, lorsque les Américains disent que les géants de l'IA chinoise sont au service de l'État chinois, oui, et qu'ils espionnent, oui, mais ils ont fait pareil. Ils ont fait pareil. Donc, bon. Et évidemment, ces sociétés se sont développées librement, mais quand elles veulent un peu s'écarter de la piste, Jack Ma a vu que ce qu'il en coûtait. Donc, il y a des liens. Je dirais que il y a des marges de manœuvre plus grandes de la part des GAFAM vis-à-vis des États-Unis que des BATX par rapport à la République populaire de Chine, parce que c'est pas le même système et que il y a quand même une autonomie. Les GAFAM n'acceptent pas tout l'État américain. Il y a un exemple célèbre, c'est qu'ils avaient refusé de donner le portable après un attentat pour fouiller dedans, en disant non, ça c'est protection des données, etc. La protection des libertés est censée être importante aux États-Unis. Donc il y a quelques protections, mais en Chine, non. Oui, ce sont des entreprises privées. Huawei ne veut pas qu'on dise qu'elle est liée au Parti communiste, mais Huawei est un fleuron de la République populaire de Chine. Elle ne va pas s'opposer
à l'État américain. Et une fois encore, les multinationales ont des marges de manœuvre, mais en Chine, pas vraiment beaucoup. Et en tous les cas, Jack Ma nous rappelle que ces marges de manœuvre peuvent être réduites très rapidement et très drastiquement. Merci. Du coup, je vous pose la dernière question. Pas d'intelligence artificielle sans semi-conducteurs et l'approvisionnement est un enjeu de géopolitique que les Américains gardent précieusement. Comment la France et l'Europe tirent leur épingle du jeu? Ben, on est très en retard parce que c'est même la Chine dans une difficulté parce que c'est Taïwan qui fait l'essentiel des semi-conducteurs et ils ont refusé de fournir la Chine. Donc, le fait d'être autonome sur ce secteur clé est un enjeu majeur dont, pardonnez-moi, dont la Commission européenne s'est saisie, mais c'est vraiment un enjeu majeur parce que ça serait notre talon d'Achille si on est dépendant de fournisseurs extérieurs. Ça serait encore plus grave que les masques. Bien. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des questions. Il nous reste 4 minutes si jamais certaines personnes voulaient encore prendre le temps de poser une question. Comment l'Union européenne devient compétitive avec la Chine et les USA si l'Union européenne focalise principalement sur l'écologie? Oui, alors les États-Unis, non, en fait, par rapport à l'écologie, on est maintenant sur un pied d'égalité avec la Chine et les États-Unis. Du temps de Donald Trump, l'environnement n'était pas un souci, et donc il pouvait, etc. Mais les États-Unis sont très divisés. Il y a une partie qui est très écolo, une partie qui est très anti-écolo. Mais Biden s'est réintroduit dans le processus de Paris pour la préservation du climat, et les Chinois aussi. Les Chinois pour deux raisons. D'une part, parce que c'est un problème de santé publique. L'air est irrespirable ou était irrespirable à Pékin. Il y a des milliers de Chinois qui meurent de maladies respiratoires chaque année. Et le fait de vivre à Pékin équivalait à fumer 2 paquets de cigarettes par jour, dès la plus tendre enfance. Donc, ça donnait des protestations de la part de la population. La Chine s'est mise au vert, si j'ose dire, et notamment en voyant aussi que c'était un moyen de croissance et que les Chinois, comme les Américains aujourd'hui, se disent que la protection de l'environnement n'est pas un obstacle au développement économique, est une nouvelle source de développement économique. Et les Chinois veulent créer 15 millions d'emplois dans les énergies renouvelables, et donc ils voient dans la protection de l'environnement non plus une contrainte qui vient briser leur essor économique, mais un nouveau pôle de développement. Donc par rapport à la protection de l'environnement, on a aujourd'hui, c'est peut-être l'un des rares sujets sur lequel il y a une coordination entre la Chine, les États-Unis et les pays européens. Du temps de Trump, on était plus proche de la Chine. Européens et Chinois étaient sur la même ligne et les États-Unis s'en écartaient. Biden a ramené les États-Unis dans la même ligne et donc là, il y a vraiment les pays qui sont moins là-dedans, c'est l'Inde par exemple, c'est la Russie aussi d'ailleurs, parce qu'elle, c'est les énergies c'est le gaz et le pétrole qui font sa fortune, mais il n'y a pas d'inégalité de concurrence, de distorsion de concurrence, pardon, entre les trois blocs Europe, Chine, États-Unis par rapport à la protection de l'environnement. Il n'y a plus. Très bien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Oui, d'une part parce que ce n'est que si tout le monde fait des efforts qu'on va parvenir à progresser et que ça évite effectivement les distorsions de concurrence. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Boniface. Merci à vous. Il nous reste 1 minute 30, donc on peut dire que c'était un timing parfait. Bon. Et donc, j'espère que vous avez tous apprécié cette conférence passionnante. Moi, j'ai adoré. Merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles interventions dans le cadre de Minalogique. Très bien. Bonne continuation pour la suite de vos travaux et de vos conventions et bon après-midi à chacun. Merci beaucoup. Au revoir.